Hop là. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en ce mardi 23 janvier 2024. Ce que je vous propose, c'est d'attendre encore quelques petits instants. Les derniers retardataires, on avait une petite cinquantaine, on va dire, d'inscrits. Je vois que tout le monde n'est pas encore arrivé, donc ce que je vous propose, c'est d'attendre quelques petites minutes avant de démarrer. En tout cas, voilà, on est ravis d'être avec vous ce soir pour échanger autour d'une classe d'actifs qu'on apprécie particulièrement, qu'on apprécie en tant que conseiller en gestion de patrimoine, qu'on apprécie en tant qu'investisseur et aussi en tant que chef d'entreprise particulièrement. En l'occurrence, on va parler private equity. Ce que je vous propose juste un petit peu avant de démarrer, alors déjà, on est encore en janvier, donc au nom de toute l'équipe de Bonjour Patrimoine qui se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, écoutez, très bonne année, la santé surtout, c'est essentiel et effectivement plein de réussites dans la gestion de votre patrimoine et on sera là pour vous accompagner. Alors, deux petits points. Vous avez accès à un chat. Je vois que vous êtes plusieurs à écrire dessus. Bonsoir, bonne année, bonsoir, pas de souci. C'est un chat ouvert à tout le monde. En fait, voilà, tout le monde écrit, tout le monde se dit bonsoir, tout le monde voit les messages. Sachez qu'il y a aussi la possibilité de poser des questions juste à côté. Donc ces questions, en fait, concrètement, il n'y a que Yanis, qui est l'intervenant de chez Altaroc, qui se présentera tout à l'heure, qui et moi-même qui les voyons pour le coup. Donc voilà, on s'est dit plutôt qu'on essaierait de compiler l'ensemble des questions pour y répondre à la fin de ce webinaire. Donc ce que je vous propose, voilà, maintenant je vois le nombre d'inscrits arriver, c'est de démarrer. Alors de démarrer par faire un petit rappel simple, on va pas y passer très longtemps, mais entre guillemets de nous qui en est, et ensuite de comment peut s'inscrire justement la classe d'actifs du private equity dans le cadre d'une gestion de patrimoine, dans le cadre d'une gestion globale de votre patrimoine. Alors, rapidement, pour démarrer, vous le savez, puisque vous êtes déjà client, mais chez Bonjour Patrimoine, nous sommes voilà, une trentaine de collaborateurs, mais aussi un site internet qui se veut être une vitrine pédagogique sur la gestion de patrimoine. On produit pas mal de contenu, des articles, des guides, des podcasts, des vidéos. Voilà, je vous invite à nous suivre en termes de contenu pour découvrir nos nouveautés et puis aussi voilà, pour appréhender certains concepts si vous n'êtes pas encore 100% familier avec. Si on continue, qui nous sommes, en fait, on va parler plus de nous. Voilà, quelle est la valeur de Bonjour Patrimoine dans votre quotidien. Nous, en fait, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on va travailler en toute objectivité, impartialité par rapport à des établissements bancaires, par exemple, par rapport à d'autres établissements avec lesquels vous pouvez être susceptible de travailler. Nous, on analysera quelle que soit la solution, en tout cas, par rapport à votre patrimoine et par rapport à la solution en tant que telle. On est bien entendu spécialisé en gestion de patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une approche globale la plus transversale possible, c'est-à-dire économique, juridique et fiscale de toute opération dans le cadre de votre patrimoine. Et puis aujourd'hui, voilà, vous êtes là, vous êtes client du cabinet depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire plusieurs années pour les plus anciens. Tout ça pourquoi? Tout ça pour dire qu'on s'inscrit avec vous dans le cadre d'une relation solide et d'un accompagnement sur le long terme. Voilà. Donc oui, l'équipe, je vous l'ai dit, une trentaine de collaborateurs, 3 bureaux, Toulouse, siège social administratif, Paris et Tarbes. Donc effectivement, on est à nous tous une quinzaine de conseillers en gestion de patrimoine à vous apporter une analyse globale, appuyée de 3 ingénieurs patrimoniaux et d'une équipe de support et d'assistants et assistantes administratifs et commerciaux. Voilà. Alors, si vous vous posez encore la question de pourquoi faire appel à nous, pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, en fait, je dirais, il n'y a pas
une raison particulière, il y a toujours une bonne raison de faire appel à un CGP. On en a listé 6 ici. Si vous posez des questions pour l'investissement immobilier, si vous posez des questions pour votre imposition, que ce soit une imposition à l'impôt sur le revenu, à la transmission, donc au droit de succession, ou alors même à l'IFI, voilà, on est là pour vous accompagner sur des problématiques comme le développement, la croissance de votre patrimoine, la retraite, etc., etc. Bien sûr, on travaille aussi le dirigeant, le chef d'entreprise, les professions libérales avec une approche la plus transversale possible et en toute interprofessionnalité. Et aussi, on travaille beaucoup sur des questions d'expatriation, d'impatriation par rapport à une clientèle, certains d'entre vous qui est amené à bouger par rapport à votre situation professionnelle. Voilà. Que faisons-nous rapidement en fait, on va travailler avec vous pour voilà, vous accompagner dans la définition de vos objectifs patrimoniaux. Ça, c'est vraiment le point le plus essentiel. Et puis, on va y revenir un petit peu juste après, avant d'ouvrir sur la classe d'actifs qui nous intéresse ce soir. Donc, définir ensemble vos objectifs patrimoniaux. Ensuite, effectivement, on va vous accompagner pour adapter les enveloppes d'investissement et c'est très important de faire les choses dans le bon sens par rapport à ça. Les enveloppes d'investissement par rapport à vos objectifs. Ensuite, la stratégie d'investissement par rapport à ces mêmes objectifs. Et en fait, on va contrôler tout ça dans le temps pour faire en sorte que la stratégie qu'on a définie à un instant T reste le plus cohérente possible dans le temps parce qu'effectivement, la stratégie patrimoniale qu'on met en place ensemble doit pouvoir s'adapter par rapport à votre vie, par rapport à vos objectifs. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est quoi? C'est simplement, en fait, vous aider à réaliser les vôtres. Et moi, j'avais envie de vous poser une question. Voilà, vous pouvez répondre dans le chat. Comment valoriser votre patrimoine? On a déjà eu l'occasion de faire plusieurs webinaires, peut-être même que vous les avez suivis sur ces sujets-là. Comment valoriser le patrimoine? En fait, c'est une bonne question. Je vous en reposerai une autre tout à l'heure, savoir pour ouvrir un petit peu sur qu'est-ce que le private equity. Mais en fait, pour répondre à cette question sur comment valoriser le patrimoine, moi j'avais envie de mettre en avant simplement la méthode. Voilà, la méthode de notre métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et bien comment on fait pour effectivement valoriser votre patrimoine? Étape 0, c'est ce que je vous ai dit, on va définir avec vous vos objectifs. Ensuite, on va adapter les enveloppes, adapter la stratégie et la contrôler. Pourquoi je vous le dis ça dans ce sens-là? Simplement, c'est que en fait, c'est un ordre. L'ordre de bien faire les choses, c'est comme quand vous construisez une maison. Si vous mettez le toit avant de faire les fondations ou les murs, ça va pas le faire, ça va pas le faire très longtemps. Et bien en fait, quand vous construisez votre patrimoine, quand vous construisez votre stratégie de valorisation de patrimoine, pareil, on doit faire les choses dans le bon sens. Étape 1, on valide les objectifs, on définit les enveloppes d'investissement, voilà. On va déterminer, alors les enveloppes d'investissement, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est? Tous, vous maîtrisez peut-être la notion d'assurance vie, de contrat de capitalisation, de PER, de compte titre, de PEA, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une enveloppe d'investissement. Mais on n'a toujours pas dit ce qu'on y mettait dedans. Ensuite, c'est comment on va investir cette enveloppe-là? Est-ce qu'on va investir par l'intermédiaire de cash, en fait, des disponibilités que vous avez, de versements réguliers, d'investissement progressif, de stratégie d'investissement? Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'investissement. Et puis après, en fait, on va commencer à affiner et à rentrer dans le vif du sujet de l'allocation financière. On va parler d'allocation stratégique, simplement la détermination de l'allocation stratégique. On va parler de quoi? De différentes classes d'actifs ici, comme les unités de compte, les produits structurés, les SCI, Sociétés civiles immobilières, les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, fonds en euros. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, ça va faire la transition. Là, le private equity, c'est une branche de l'allocation stratégique. Et vous voyez qu'on a déjà franchi plusieurs étapes dans la construction de votre patrimoine quand on parle de classe d'actifs. Et après, le haut de la pyramide, c'est l'allocation tactique. Qu'est-ce que l'allocation tactique? En fait, c'est les supports. Et globalement, pour la petite histoire, c'est des statistiques. Il faut savoir que l'allocation tactique, en fait, c'est les supports qu'on détermine par l'intérieur, par classe d'actifs. En fait, ça ne représente que 5 à 10% de la valorisation de votre patrimoine. En fait, votre patrimoine se valorise correctement en termes de rendement si on fait les choses dans le bon sens. Et voilà, ce soir, on avait envie de vous parler d'une classe d'actifs qu'on apprécie particulièrement. Je vais faire la transition. Pour le coup, du private equity. Alors, c'est vrai que chaque année, on avait l'habitude, en tout cas, de faire un webinaire plutôt en début d'année
sur les marchés financiers, de faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé l'année d'avant, qu'est-ce qu'on anticipe cette année, etc. Cette année, on a voulu innover parce que c'est vraiment une classe d'actifs voilà, qui a de plus en plus le vent en poupe. Peut-être vous-même, vous avez pu en entendre parler. Nous, ça fait quelques années qu'on regarde très, très attentivement. Et c'est vrai que dans un contexte, je dirais, difficile, inflationniste, de marché volatile, etc., on s'est posé la question il y a quelques années, comment on peut continuer à accompagner nos clients à avoir des rendements quand même plutôt sympas. Le private equity en est une branche et un sujet. Alors, private equity, ça veut dire quoi concrètement? L'equity, ce sont les actions privées. Voilà, si je fais une traduction toute simple, ça reste une classe d'actifs relativement confidentielle, malheureusement largement inexploitée, enfin en tout cas non mise en valeur en France. On est des vilains petits canards, mais les vilains petits canards de l'éducation financière en France, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qu'on met, c'est pas quelque chose qu'on met vraiment en avant. Les Américains font ça beaucoup mieux que nous, les Anglo-Saxons aussi. Nous, notre métier, c'est effectivement vous faire partager ce qui nous semble intéressant et en tout cas découvrir aussi certaines classes d'actifs. Pour ça, on a voulu être avec vous ce soir avec un de nos partenaires privilégiés sur cette classe d'actifs. Pour le coup, Altaroc. Voilà, en la personne notamment de Yanis Kessi qui nous accompagne ce soir et qui va arriver. Alors voilà, bonsoir Yanis. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà, Yanis effectivement qui représente Altaroc, donc une grosse entre guillemets société de gestion française, c'est ça, de private equity avec beaucoup d'antériorité. Donc voilà, je te laisse un petit peu peut-être te présenter avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de qu'est-ce que le private equity en fait. Bien sûr. Donc, ravi déjà. Ravi. Philippe, merci beaucoup de m'avoir invité pour pouvoir animer cette masterclass sur le private equity. Merci à tous également de vous être connectés donc à cette visioconférence webinaire qui, j'espère, va vous intéresser. Donc, en tout cas, je vais faire le maximum pour, bien évidemment, et qui sera, bien évidemment, vous l'aurez compris, dédié au private equity. En ce qui me concerne, donc je m'appelle Yanis Kessi, je suis responsable des relations partenaires chez Altaroc depuis un petit moment. Et en fait, la particularité de mon parcours, c'est qu'avant cela, j'ai été en fait responsable des relations partenaires au sein d'une société qui s'appelle Varenne Capital, qui est une société qui cette fois-ci faisait du coté. Donc effectivement, Philippe vous a parlé de private equity, société privée. Eh bien moi, je faisais auparavant du public equity, donc des sociétés cotées en bourse. Et effectivement, je vais revenir en fait pour expliquer le private equity. Il y aura assez régulièrement cette opposition avec le public equity, donc les sociétés cotées, parce que ça parle très facilement à tout le monde, je pense. Ok. Eh ben, top. Alors, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le private equity? Alors, les grandes tendances, parce que c'est vrai que voilà, ça a un peu le vent en poupe ces dernières années. Il y a 10 ans, ça restait très confidentiel. Ça reste très confidentiel, mais un peu plus ouvert maintenant. C'est quoi les grandes tendances du private equity aujourd'hui? Bien sûr. Déjà, pour pouvoir expliquer, enfin peut-être avant même d'expliquer les grandes tendances, je pense que c'est important de rentrer vraiment dans la sémantique et expliquer le métier en tant que tel. En fait, comment est-ce que enfin concrètement, c'est quoi le private equity? Le private equity, c'est l'investissement dans des sociétés non cotées, d'accord? Et à la différence du côté, l'idée, c'est vraiment de s'investir de façon assez importante dans ces sociétés. Comment est-ce qu'on s'investit de façon importante dans une société? Le premier levier, bien évidemment, c'est celui du financier. C'est un point important. En fait, en private equity, généralement, on passe par l'intermédiaire de fonds, ou alors vous avez également des personnes qui s'appellent des business angels qui peuvent intervenir et qui investissent directement en direct leur argent dans des sociétés en particulier, donc qui ne sont pas accessibles par la bourse, vous l'aurez compris. Et en fait, la particularité, c'est que cet argent, il va servir à financer directement ces sociétés. À l'opposé du public equity, donc des sociétés cotées en bourse. Lorsque vous faites justement des marchés cotés, lorsque vous vous connectez à votre courtier Boursorama ou autre, et que vous achetez des actions par exemple du groupe LVMH, en fait, vous n'avez à aucun moment financé la société LVMH par exemple, puisqu'elle a été financée à l'IPO, donc à l'introduction en bourse, c'est-à-dire au primaire. Et en fait, lorsque vous connectez chez votre boursier et que vous échangez, que vous achetez des titres au sein de votre compte titre ou de votre PEA, en réalité, vous ne faites qu'échanger des titres au secondaire. Ce qui n'est pas le cas du private equity. Le private equity, lorsqu'un investissement est fait, vous avez une véritable prise de participation dans une société qui est réalisée. D'accord? Donc, cet argent
qui est le vôtre, va servir directement à financer les sociétés considérées. Le deuxième point, c'est que vous avez également en fait plusieurs effets de levier. D'accord? Lorsque vous faites, encore une fois, je me permets du coup cette comparaison avec l'industrie du côté que je connais un petit peu. Lorsque vous faites justement lorsque vous investissez dans des sociétés qui sont cotées en bourse, vous ne participez pas à la constitution de valeur d'une entreprise. Je prends toujours cet exemple qui peut faire parfois un petit peu sourire, mais je reprends mon exemple donc du groupe LVMH. Vous achetez des actions du groupe LVMH au sein de votre PEA, très bien, vous êtes copropriétaire du groupe LVMH, félicitations, mais c'est pas pour autant que vous serez en capacité, lors d'une assemblée générale, de venir taper sur l'épaule de Bernard Arnault et de lui dire « je suis pas d'accord avec la direction commerciale qui est prise et il faut changer cela, mon petit Bernard ». C'est pas comme ça que ça marche. En private equity, justement, la tendance est peut-être un petit peu différente. C'est justement ce que les fonds et justement ce que les sociétés vont chercher à faire. C'est-à-dire que lorsqu'on investit en private equity, par l'intermédiaire de fonds notamment, ce que nous on peut faire, ce que vous faites, eh bien en fait, le but de ces fonds, ça va être de prendre des participations majoritaires dans des sociétés pour pouvoir les transformer avec plusieurs effets de levier. Le premier effet de levier, donc on l'a vu, c'est le financier, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être des effectifs qui vont être apportés. Ça peut être des moyens techniques. Ça peut être une plateforme réglementaire. Ça peut être également, pourquoi pas, des ressources digitales, un accompagnement stratégique de marketing, pourquoi pas également financier pour structurer la gouvernance d'une société. Bref, il y a énormément de leviers de création de valeur au sein du private equity par rapport justement à l'industrie du côté. Et c'est ce qui explique la surperformance structurelle de cette industrie par rapport justement à l'industrie du côté. Donc ici, je me permets de dérouler quelques slides, mais vous avez la différence de performance entre un indice, entre guillemets, représentatif de l'industrie mondiale du private equity, que vous voyez ici en turquoise, et la performance cumulée, donc sur plusieurs horizons de temps, bien évidemment, cette fois-ci du MSCI World, qui est en quelque sorte l'indice représentatif des performances des sociétés cotées en bourse sur le long terme, d'accord, et au niveau mondial. Et en fait, ici, ce qu'on voit, eh bien, c'est justement une surperformance qui est assez structurelle de la classe d'actifs du private equity par rapport aux autres classes d'actifs. Et justement, Yanis, comment tu l'expliques, cette différence? Parce que ça reste quand même assez spectaculaire. Sur 20 ans, on voit que c'est 2 fois à peu près la performance du MSCI World, même sur 5 ans. Sur 5 ans, là, on est en 2024, c'est-à-dire que 5 ans, ok, 10 ans pour un indice monde, c'est cool, mais on se rend compte que le private equity, au final, c'est toujours aller entre 2 fois ou 50% de plus de performance qu'un marché action equity classique. C'est vraiment lié. Alors, je dirais qu'il y a 2 explications à cela. Le premier, c'est vraiment les leviers qui sont mis en œuvre pour pouvoir transformer de façon organique une société. Donc, en fait, on vient véritablement accompagner sur le long terme une société dans son développement et pour pouvoir la rendre tout simplement plus belle. D'accord? Donc, je pense que c'est vraiment le premier levier de création de valeur par rapport au côté où, au final, certes, on investit justement des sommes, mais on ne reste finalement que spectateur de son investissement et spectateur également de la volatilité des marchés, d'accord, qui parfois justement peut être assez éreintante puisque à la hausse ou à la baisse, enfin, voilà, c'est quelque chose qui parfois peut être un petit peu difficile à vivre et à comprendre. Moi, dans mon ancien métier, c'est ce que je faisais. Hein, parfois, pour le coup, on avait justement des performances qui étaient magnifiques. Et quand on me posait la question, comment ça se fait, comment on l'explique, etc., en réalité, je savais pas spécialement l'expliquer. Pour une raison simple, c'est que même s'il y a bien évidemment un fondement justement qui est organique, un fondement qui est lié à la performance d'une entreprise, en fait, il y a quand même l'aléa du marché. Vous pouvez avoir une entreprise qui est magnifique, si jamais le marché décide à un instant T que, en fait, concrètement, ça ne va pas. Donc, typiquement, le luxe en 2022, par exemple, alors que pourtant les performances fondamentale de cette société-là était vraiment très belle. Si jamais le marché décide que vous avez tort, eh bien vous avez tort. C'est-à-dire que concrètement, la valorisation va baisser. Ce qui est pour le coup moins le cas dans le private equity, où non seulement la première raison, c'est qu'on a des effets, je dirais, des leviers de création de valeur qui sont différents et, je dirais, assez nombreux par rapport au côté, mais surtout, on a également le bénéfice de l'illiquidité. Donc, c'est un petit peu le revers de la médaille, hein, bien évidemment, par rapport au côté. Donc, le côté, vous achetez, il est 18h51, vous achetez une action du groupe LVMH, là tout de suite, vous pouvez la revendre dans 4 minutes au marché quasiment sans que ça vous ait rien coûté ou presque, ou en tout cas avec des frictions qui sont extrêmement faibles. C'est pas du tout le cas du private equity. Donc là, pour le coup, c'est au désavantage du PE, hein, donc private equity, c'est que vous avez une liquidité intrinsèque à la classe d'actifs. Lorsque vous faites du private equity, vous accompagnez des entreprises sur le moyen long terme.
Généralement, la durée de portage d'une société, c'est entre 4 à 6 ans. D'accord? Donc, la condition nécessaire, sine qua non à cette génération de performance, c'est le fait de pouvoir garder ses pauses longtemps. C'est le fait d'avoir cette illiquidité. Ok. Ouais, très intéressant, c'est vrai. Et au final, ce que j'entends, c'est que, après tu m'arrêtes si je me trompe, peut-être c'est un peu naïf, entre guillemets, mais est-ce que tu veux nous dire directement que, en fait, plus on arrive tôt au sein d'une boîte, plus potentiellement, alors, hormis la liquidité, hein, on a de la performance potentielle? Alors, on peut effectivement le penser. Maintenant, c'est vrai que, en fait, il faut vraiment avoir en tête les différents couples rendement-risque du private equity. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, effectivement, Philippe, on parle de private equity, alors qu'en réalité, on devrait parler des private equity. Parce qu'il y a plusieurs phases, au final, d'accompagnement de private equity. Et ces phases d'accompagnement, au final, elles reprennent tout simplement le cycle de vie d'une entreprise. Donc là, je vais même pas tellement parler en termes de segment, mais je vais parler en termes de cycle de vie. Typiquement, si on prend justement le cas d'une société, par exemple une belle société qui vient de se lancer, qui a pas mal d'idées, qui a l'ambition de ses idées, mais qui n'a pas forcément de moyens, ou en tout cas qui n'a pas encore atteint son chiffre d'affaires, ou plutôt son seuil de rentabilité. Mais en fait, là, on est dans la première phase que vous pouvez voir ici à l'écran, qui s'appelle le venture capital. Le venture capital étant, enfin, voilà, en français, c'est le capital risque. Donc ici, cette phase de développement du private equity, ça consiste à accompagner des entreprises qui ne sont pas rentables vers la rentabilité. D'accord? Ça, Philippe, chez Altaroc, on n'en fait pas. On n'en fait pas pour une raison très simple, c'est que tu peux, en fait, via ces entreprises, réaliser de très, très beaux multiples. Donc, tu peux faire x5, x10, x15, x20 sur une entreprise. Maintenant, la particularité, c'est que il y a très peu d'entreprises qui font ça. Et on parle très facilement dans les journaux, etc., des entreprises qui ont réussi. Mais en réalité, les entreprises dans ce stade-là du private equity qui n'ont pas réussi, donc qui ont fait faillite, sont beaucoup plus nombreuses. Donc, en fait, on estime, nous, chez Altaroc, que le couple rendement-risque du private equity, en tout cas en ce qui concerne le capital risque, n'est pas adapté à une clientèle privée. C'est trop risqué. Et donc, on va l'exclure par construction de notre univers investissement. Et c'est pareil pour le capital retournement. Donc là, je fais un petit saut temporel dans ma démonstration, mais concrètement, le capital retournement, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui s'est développée, qui a atteint son point de rentabilité, qui a connu une phase de croissance importante, qui s'est consolidée et qui, pour X ou Y raison, à un moment donné, a un problème dans son parcours. Ça peut être un problème financier, ça peut être lié à un mauvais investissement. Bref, c'est une société qui se trouve mal en point et qui fait appel à un fonds de private equity pour pouvoir l'accompagner dans son redressement et en fait les retours vers la rentabilité. Eh bien, ce segment-là, on ne le couvre pas non plus chez Altaroc pour une raison simple, encore une fois, c'est pour des raisons cette fois-ci et des questionnements plutôt d'environnement sociaux et de gouvernance. Il faut savoir en fait qu'un fonds de capital retournement, quand il rentre dans une société qui est mal en point pour pouvoir la remettre sur le droit chemin, généralement la première chose qu'il fait, c'est licencier à peu près 40 à 50% des effectifs. Nous, c'est pas une politique qui est en accord avec nos valeurs et avec nos principes d'investissement, donc on ne va pas accompagner ce type d'opération-là. Chez Altaroc, on va se concentrer exclusivement sur le capital développement et le capital transmission, Philippe. Le capital développement, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une fois que la société a atteint son seuil de rentabilité, une fois qu'elle est saine, qu'elle génère des chiffres, qu'elle génère du bénéfice, de la rentabilité, qu'elle est bien identifiée sur son secteur, eh bien là, on va pouvoir l'accompagner. Et comment est-ce qu'on l'accompagne? Eh bien, on l'accompagne en fait tout simplement via d'autres objectifs qu'elle pourrait se fixer. Ça peut être un développement à l'international, ça peut être le lancement d'un nouveau produit, ça peut être en fait pas mal de choses. Et en fonction de l'objectif, eh bien, cette société va pouvoir faire appel à tel ou tel fonds. Mais il y a un point qui est important à retenir dans le capital développement, c'est qu'on est dans une phase de croissance organique. C'est qu'on va développer la société par elle-même, pour elle-même. Tandis que dans le buyout, qui est le deuxième segment du private equity qu'on couvre chez Altaroc, qu'on peut également appeler capital transmission, cette fois-ci, on n'est plus dans une logique de développement et de croissance organique, mais on est plutôt dans une logique de développement et de croissance externe. C'est-à-dire que là, concrètement, la phase de buyout, c'est la phase, je dirais, qui vient après celle de capital développement et qui consiste à dire, OK, je me suis développé sur mon marché, je dirais, de naissance. J'ai développé mon activité à l'international. J'ai développé également des produits complémentaires, mais j'ai encore des concurrents qui m'embêtent. J'ai encore, en fait, de quoi consolider mon marché. Et donc là, on rentre dans une phase où un fonds d'investissement va pouvoir accompagner une société pour pouvoir l'aider à racheter ses concurrents. C'est ce qu'on appelle en fait du build-up. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça build-up? En français, c'est simplement de la construction, d'accord? Donc, on va créer à partir d'une société qui va être une société un peu phare, on va créer un ensemble qui est beaucoup plus gros et qui va servir à consolider un marché.
Et chez Altaroc, on se positionne exclusivement sur le segment du capital développement et le segment du capital transmission, donc le LBO et le growth, parce que ce sont les segments les plus rentables et les moins risqués du private equity. Ok. J'ai une question, mais je pense qu'on pourra y revenir un petit peu plus tard. Altaroc, parce que là, on a discuté un peu de la classe d'actifs, mais Altaroc, c'est quoi l'histoire d'Altaroc et par rapport à aujourd'hui, on commence à avoir une offre en private equity qui se diversifie avec pas mal de sociétés de gestion qui arrivent sur le marché. Pourquoi en fait pourquoi on fait confiance à Altaroc? D'accord. Altaroc, c'est avant tout deux messieurs, Maurice Chéniaud et Frédéric Stolla. Ces messieurs ont un parcours, une expérience assez extensive dans le domaine du private equity. Donc en fait, Maurice Chéniaud, c'est le fondateur de Apax, qui est un des plus beaux fonds de private equity en France. C'est une société qu'il a lancée en 1972, d'accord? Donc ça remonte un petit peu, et qu'il a développé pendant 50 ans. Donc en fait, Maurice, il a un parcours aussi linéaire qu'exceptionnel, j'ai envie de dire, puisqu'il a créé, après avoir été diplômé d'Harvard et de Stanford, en fait, il est rentré et il a créé Apax, donc avec deux cofondateurs, qu'il a développé pendant 50 ans, et il a quitté la structure en 2020 pour pouvoir justement créer Altaroc. Et Altaroc, il l'a créé avec Frédéric Stolla, qui a 30 ans d'expérience en private equity et qui a commencé et a fait ses armes auprès de Maurice, donc chez Apax, qui par la suite a développé le bureau européen de Warburg Pincus, qui est un fonds d'investissement américain où il a développé l'intégralité du bureau européen, avant de fonder Sagard, qui est également un fonds d'investissement, cette fois-ci français, spécialisé sur les entreprises françaises, plutôt sur du mid-cap, donc des sociétés de taille intermédiaire, qu'il a développé pendant 19 ans, avant de quitter la structure pour pouvoir cofonder avec Maurice, Altaroc. Pourquoi est-ce que ces deux personnes se sont associées et quelle est la raison d'être, entre guillemets, d'Altaroc? En fait, l'idée, ça a été d'institutionnaliser le private equity aux particuliers. Et je fais bien attention à ce que je dis, je ne parle pas de démocratisation du private equity, mais je parle bien d'institutionnalisation du private equity des particuliers. Parce que, si je dois être tout à fait transparent, Philippe est tout à fait sincère, le private equity, il existait déjà avant. Dans les années 2000, dans les années 2010, il existait déjà avant. Mais par contre, ce qu'on voyait, c'est que on était sur une qualité d'offre qui parfois était quand même assez hétérogène. Et en fait, l'idée d'Altaroc, ça a été vraiment de pouvoir offrir aux particuliers, de les faire monter, entre guillemets, au niveau des institutionnels en proposant l'accès à des fonds d'investissement qui sont de qualité 5 étoiles, qualité Ligue des Champions. Voilà. Altaroc, c'est pas non plus que deux hommes, donc on est une équipe. Altaroc, aujourd'hui, c'est une quarantaine de personnes, d'accord, avec des personnes clés à chacun des postes clés du dispositif, donc qui ont tous plus de 20 ans d'expérience sur justement les postes qui nous intéressent les plus, que ce soit en direction financière, à la direction des opérations, la direction digitale, parce que c'est vraiment très très présent dans notre ADN, le côté digital. Altaroc, c'est 1 milliard d'euros d'encours sous gestion, c'est 3 millésimes, c'est des performances qui aujourd'hui sont entre plus 5 et plus 20% en fonction des millésimes, sachant que le millésime le plus ancien a été lancé en 2021 et que grosso modo on vise à peu près 1,7 fois la mise, ce qui correspond à 13% de performance annuelle. Et donc voilà à peu près, si tu veux, ce qu'est Altaroc et pourquoi travailler avec Altaroc. Parce qu'aujourd'hui, en fait, Altaroc, c'est vraiment une offre clé en main de private equity qui vous permet en fait d'accéder sans effort à un portefeuille construit de 150 sociétés à peu près, qui sont sociétés en top croissance, qui sont de magnifiques sociétés. Je peux vous citer, mais après, je pourrais vous faire également quelques cas d'investissement, mais je peux vous citer Vinted, je peux vous citer Back Market, je peux vous citer Cézanne, la marque de vêtements, je peux vous citer Breitling, je peux vous citer Panzani, la marque de pâtes. Donc voilà, on accompagne vraiment des sociétés, si vous voulez, qui parlent à tout le monde, des sociétés en forte croissance et toutes rentables. Et ça, on vous le met à disposition et on met Philippe à la disposition de tes clients par l'interface d'Altaroc. Voilà. Ok. Et juste rapidement, parce que oui, ok, mais comment se situe Altaroc sur le marché aujourd'hui? Pourquoi Altaroc aurait accès, entre guillemets, à des meilleurs gérants que le reste des sociétés de gestion? Ok. C'est vraiment grâce, pour le coup, au réseau et à l'interface de Maurice Chéniaud. En fait, Maurice Chéniaud, il a une société qui s'appelle Altamir. C'est une société qui est en quelque sorte sa holding financière cotée en bourse, qui a des capacités financières très importantes et qui va souscrire dans chacun des millésimes Altaroc pour 300 millions d'euros.
Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, ces 300 millions d'euros, en réalité, c'est en quelque sorte une avance sur trésorerie. Et cette trésorerie, elle va nous permettre d'aller chercher justement ces fonds qui sont des fonds stars, hein, bien souvent, qui sont des fonds qui sont ultra performants, généralement qui ont réalisé plus de 15% de performance historique sur 20-30 ans, et des fonds qui sont totalement sursouscrits. Donc, les investisseurs des millésimes précédents, en fait, resouscrivent au millésime d'après, etc. Donc, en fait, c'est très difficile de trouver de la place. Et en fait, la raison pour laquelle nous, on y parvient, c'est parce que grâce à Maurice et grâce notamment à Altamir, on a en fait cette capacité de déployer en début de millésime 300 millions d'euros. Donc, je m'explique. En fait, ça revient. Donc, mettons par exemple, Philippe, toi, tu es gérant d'un fonds d'investissement dans lequel on souhaite souscrire. Je viens te voir en te disant, écoute, Philippe, je souhaite souscrire dans ton fonds à hauteur de 40, 60, 80 millions d'euros, d'accord? Et voilà le chèque. J'ai le chèque en main. J'ai les 300 millions d'euros. D'accord? Donc concrètement, c'est comme si, j'aime bien faire un parallèle avec l'immobilier. C'est, imaginons, tu as un appartement ou un immeuble à vendre, d'accord? Tu as un premier acheteur qui, lui, a besoin de générer des liquidités, qui a besoin d'aller voir sa banque, de potentiellement avoir le prêt, etc., etc. Ou alors, tu as un deuxième acheteur qui vient te voir et qui te dit, moi, ton appartement, je te l'achète cash. Tu vas forcément vendre à la personne qui te l'achète cash. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est la situation dans laquelle nous, grâce à Altamir, grâce à l'interface d'Altamir, on parvient justement à se trouver chaque année dans la construction de nos millésimes, et ce qui nous permet justement de sécuriser les places dans de très 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 beaux fonds d'investissement auxquels nos confrères peuvent ne pas forcément avoir accès à ce stade. Et je terminerai par dire que Maurice investit à titre personnel largement, enfin une large partie de sa fortune. Il investit 30 millions d'euros par an dans chacun des millésimes. Frédéric investit 3 millions d'euros par an dans chaque millésime. Bon, moi aussi j'investis, mais bon, autant vous dire que c'est pas sur les mêmes niveaux. Mais chaque salarié investit bien évidemment à sa mesure dans les millésimes Altaroc, et c'est un garant en fait d'un alignement d'intérêt qui est extrêmement fort et qui est vraiment nécessaire. Voilà. Ok. Merci pour cette transparence. Justement, comment du coup Altaroc va sélectionner les fonds en fait? Comment vous gérez les positions à l'intérieur? Comment vous sélectionnez d'abord et ensuite comment vous gérez les positions en fonction de l'évolution des boîtes? Ok. Alors, avant de parler des fonds, je vais simplement faire un point sur la construction des millésimes. Parce que ça, c'est un point qui est important dans le cadre de la construction de l'offre Altaroc. En fait, concrètement, un Altaroc, c'est quoi? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de la société, mais pas tellement justement de l'acteur en tant que tel. En fait, un Altaroc, c'est… Désolé, je fais défiler quelques slides. Mais Altaroc propose chaque année l'accès à un seul fonds. Un fonds qu'on appelle un fonds dit millésimé. D'accord? Donc, c'est un fonds qui va posséder, du coup, et qui va être annoté par l'année de son lancement. Là, typiquement, on est encore en phase de commercialisation d'Altaroc Global 2023. Et à partir du 1er avril 2024, nous serons en phase de commercialisation donc d'Altaroc Global 2024. Un millésime va être composé de 5 à 7 fonds sous-jacents, d'accord, qui vont constituer le cœur de l'offre. Donc, ces 5 à 7 fonds représentent 80% de l'allocation d'un millésime. Et pour 20% du millésime, on va investir en direct dans des sociétés aux côtés des fonds que nous avons pu accompagner. Okay? Donc, ça, c'est un point qui est hyper important, c'est qu'en transparisation, donc en souscrivant un Altaroc, on offre l'accès directement ou indirectement par l'interface de fonds à 150, voire 250 sociétés en très forte croissance. Maintenant, chaque millésime Altaroc est unique, puisque chaque millésime va avoir des fonds particuliers qui vont détenir des sociétés particulières. Donc concrètement, il n'y a aucun des millésimes Altaroc qui se ressemble en termes de constitution de ligne. Il n'y a pas des entreprises que tu vas retrouver dans deux fonds Altaroc. Par contre, il y a en quelque sorte un fil d'Ariane, effectivement, tu l'as bien noté Philippe, un fil d'Ariane qui vient sous-tendre la construction de chacun des millésimes. Et en réalité, il y a 5 points cruciaux qui viennent sous-tendre la construction de chacun de nos millésimes. Le premier point, on l'a vu rapidement au départ, mais c'est celui en fait de la sécurisation de l'univers d'investissement. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de venture capital, donc on ne fait pas de capital risque, on ne fait pas de capital retournement, qui sont les secteurs qui parfois peuvent être rémunérateurs, mais sont très risqués en private equity. Donc en fait, on sécurise notre univers d'investissement en ne faisant que du capital croissance et du capital transmission, donc du buyout. Okay? Le deuxième point également, toujours dans cet univers de sécurisation de sécurisation de notre univers d'investissement, c'est qu'on va se positionner exclusivement sur du private equity. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bien souvent, en fait, il y a des acteurs qui vont faire d'autres typologies d'actifs privés
l'immobilier est un actif privé, puisqu'il n'est pas coté en bourse. Tu peux avoir de la dette privée, donc qui ne va pas être cotée en bourse. Tu peux avoir des infrastructures qui ne sont pas cotées en bourse. En fait, parfois, on a justement des acteurs qui mettent ça en fourre-tout pour une question, je pense, de simplicité, de facilité, mais qui vont te parler justement de private equity en englobant toutes ces classes d'actifs-là. Nous, de notre côté, honnêtement, on n'a pas l'expertise de faire de la dette, de faire de l'infrastructure, de faire un peu de tout. En fait, c'est des expertises qui sont très fortes. Il faut véritablement, c'est un métier pour chacune de ces classes d'actifs. Et donc, nous, par humilité, on préfère justement se positionner ce qu'on sait faire, à savoir le private equity, et ne pas s'aventurer justement sur d'autres classes d'actifs qui peuvent être très intéressantes au demeurant, mais qui ne sont pas de notre ressort. Donc en fait, on va ne faire que du private equity. Ok. J'en profite juste là pour faire un petit passage. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce que je vois notamment qu'il y a une question dans le chat. Alors, je l'ai noté, on essaiera d'y répondre tout à l'heure par rapport à l'engagement. Mais voilà, si vraiment vous avez des questions sur la classe d'actifs, sur le fonds, sur les fonds, les millésimes, le fonctionnement, etc., on y reviendra un petit peu, mais n'hésitez pas à utiliser plutôt l'onglet questions. Ok, donc c'est très clair. Merci Yanis par rapport au fonctionnement. Moi j'ai une question. Enfin j'ai deux questions par rapport. Tu as cité notamment certains fonds privés. Tu as cité infrastructure, immobilier, ok, très clair. On voit apparaître, des fonds de LBO purs et aussi des fonds secondaires. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces deux typologies de fonds parce que on sait qu'elles sont mises en avant, notamment le marché secondaire, c'est un marché qui a déjà vécu une partie. On rentre à un timing qui est différent, entre guillemets. Est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant, plus risqué, moins risqué? Bref, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur, le secondaire, et puis ensuite, ce que tu penses des purs fonds de LBO? D'accord, bien sûr. Donc, bon, là, en ce qui nous concerne, ça va concerner vraiment que Altaroc, ce positionnement-là, bien évidemment, mais concrètement, les purs fonds de LBO, pourquoi est-ce qu'ils ont des frais électroniques et pourquoi est-ce qu'effectivement, ces dernières années, ils ont été très intéressants? Déjà, en fait, un fonds de LBO, sa particularité, c'est de n'acquérir des actifs qu'avec un effet de levier, qu'avec l'effet de levier de la dette. Et donc, de financer des prises de participation avec un très fort levier. Donc, au niveau du fonds, tu as un très fort levier financier. Ça, très clairement, sur les 10 dernières années, ça a été très porteur. Pour une raison que je pense tu devines, que nos auditeurs devinent également, je le crois, qui est celui en fait des taux bas. C'est-à-dire que concrètement, la liquidité facile. Voilà, de la liquidité facile, de l'argent gratuit. Donc voilà, c'est hyper facile d'avoir de l'argent qui était disponible partout, etc. Et donc on pouvait générer des multiples qui étaient hyper intéressants grâce à une seule stratégie et au final relativement peu risquée. On voyait des TRI qui étaient de 30, 35, 40% parfois annuels. Donc on était vraiment sur des logiques qui étaient quand même très 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 solides pour notamment les acteurs les plus en vue. Maintenant, avec justement l'effet de renchérissement du coût du capital, avec l'effet de hausse des taux, cette stratégie a peut-être un petit peu moins le vent en poupe. Pour une raison simple, c'est qu'il faut faire attention justement à l'effet de levier qui est réalisé, parce que l'argent n'est plus gratuit. Les multiples ont tendance effectivement à se comprimer pour les stratégies pures LBO. Et aujourd'hui, on a tendance justement à revoir l'émergence de fonds plutôt orientés croissance qui vont favoriser la transformation organique interne des sociétés dans le cadre de la création de valeur. Donc en fait, voilà, le LBO, bien évidemment, c'est toujours intéressant, il faut toujours en faire, mais simplement, il faut faire peut-être un peu plus attention dans l'allocation globale du patrimoine en actifs privés par rapport au LBO pour faire certainement un peu plus de place à la croissance organique. Et en ce qui concerne le secondaire, en fait, ça consiste à acheter des parts d'un fonds après qu'il ait été lancé, d'accord? Donc, il revient sur le marché. Bien souvent, c'est parce que il y a des institutionnels en fait qui ont, si vous voulez, des budgets à allouer. Donc, ils lui disent par exemple, je vais faire 10% en private equity. Le private equity performe. Donc, en fait, dans l'allocation globale, ça prend plus de place parce que si jamais j'ai mon private equity qui fait 20% alors que mes autres actifs font 2, 3, 4% par exemple sur une année ou sur 2 ans, concrètement, en pondération, le private equity va augmenter par rapport aux autres classes d'actifs. Et donc, il faut simplement écrémer. Ça, parce que ces institutionnels n'ont pas le choix. Donc, comment ils font pour écrémer? En fait, ils coupent une partie de leur position qu'ils remettent justement sur le marché. C'est ce qui s'appelle du secondaire. Maintenant, le secondaire chez Altaroc, on est peut-être un petit peu moins fan parce qu'on rentre sur un produit qui a moins de jus.
C'est-à-dire que là, en fait, en début de millésime, en début de lancement d'un fonds, on va vraiment aller chercher et saisir les meilleures opportunités. Tandis qu'un fonds secondaire, en fait, va forcément faire en fonction de ce qu'il a et non pas de ce qu'il veut. Déjà, au niveau du fonds, lorsqu'il y a du secondaire, en fait, c'est jamais les meilleurs actifs qui sont cédés en premier, d'accord? Donc, en fait, on essaie de se séparer des casseroles avant, justement, de pouvoir gérer le reste. Donc, il y a déjà un premier point qui peut être une réalité. Et le deuxième point, ça reste effectivement celui de la disponibilité donc sur le marché, parce que vous pouvez avoir une stratégie donc de faire du secondaire, mais si jamais en fait il n'y a aucun gérant et notamment de très beaux gérants qui ne vendent pas, et concrètement vous vous retrouvez sans rien. Donc ça peut être une stratégie risquée également à ce niveau-là. Ok. Sans transition, du coup, tout à l'heure tu nous parlais de quelques réussites. Hein, tu as cité notamment Vinted, Panzani, Breitling, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces réussites Altaroc, Made in Altaroc, j'ai envie de dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, Philippe, je te mets simplement à l'écran les fonds dans lesquels nous avons pu investir et qui composent le millésime 2023, auxquels tes clients peuvent souscrire actuellement jusqu'au 30 mars 2024. Donc. Et ici, en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans ces fonds d'investissement, on voit leurs caractéristiques financières, les durées de portage, les tailles de fonds, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui effectivement une allocation de 5 fonds qui est faite et qui est présente dans le cadre du millésime. Donc, TA Associates, CVC Capital Partners, on va être également sur Main et on va être sur New Mountain Capital Partners et Inflection. Et même si ces noms ne disent rien à tes clients, il y a d'autres noms qui cette fois-ci peuvent justement dire quelque chose. Donc, par exemple, si je dois donner un exemple de société qui a été accompagnée par TA Associates, je parlerai de Amplify Brands. Amplify Brands, tu me diras, mais ça me dit... Ça ne parle pas beaucoup plus. Exactement. Ça parle toujours pas à mes clients. Effectivement, et tu aurais complètement raison, Philippe. Mais par contre, si je te dis Oreo, là, ça va mieux d'un seul coup. Si je te dis les Reese, tu sais, peut-être, là, c'est peut-être un peu moins connu, on va dire, mais quand même. Reese, c'est les chocolats, tu sais, américains, dans un emballage orange avec un fourrage beurre de cacahuète. Tu vois, typiquement, c'est ce genre d'entreprise, ce genre de boutiques de confiserie qui sont accompagnées par une holding qui s'appelle Amplify Brands. Et Amplify Brands, c'est détenu et ça a été transformé par TA Associates. Comment est-ce qu'on a pu avancer avec Amplify Brands dans le cas de TA Associates? C'était grosso modo sur 2 leviers. Le premier levier, c'était celui de la diversification du catalogue de produits. Parce que la problématique que tu avais, justement, c'était de se dire, en fait, il y a beaucoup, justement, de produits qui sont des confiseries, etc., qui sont quand même très sucrés, très grasses. Et là, on est en train d'arriver et de voir l'avènement, au final, d'une catégorie de consommateurs qui, eux, en fait, recherchent des produits qui sont peut-être moins sucrés, moins chargés et qui sont un peu meilleurs pour la santé. En fait, TA Associates a aidé, justement, à diversifier ce catalogue. Et le deuxième point, ça a été l'internationalisation. Donc, Amplify Brands était connu quasi exclusivement aux États-Unis. Si je te posais la question, même il y a 10-15 ans, est-ce que tu connais Oreo? C'est pas forcément donné que tu aurais pu répondre à cette question. C'est clair. Et là, aujourd'hui, on a effectivement ce travail d'internationalisation a été plutôt bien mené. Et aujourd'hui, Amplify Brands est connu dans le monde entier. Donc ça, c'est typiquement justement un travail qui a pu être fait. CVC Capital Partners, qui a pu accompagner des sociétés un petit peu différentes dans leur profil, mais par exemple qui a accompagné Avast, les antivirus, qui a pu accompagner Breitling également, la marque de montre. Donc Breitling, c'était un cas qui était également hyper intéressant parce que on est sur un positionnement luxe, mais Breitling depuis quelques années, encore aujourd'hui un petit peu, mais depuis quelques années, c'était quand même fait très 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 largement distancé et concurrencé par ses comparses Rolex, Patek Philippe et d'autres marques de montres ultra premium. Et en fait, l'idée, par l'accompagnement de CVC, ça a été justement de redorer un petit peu le blason. Donc, il y a eu un dépoussiérage de la marque qui a été fait. Donc, il y a eu également une étendue et un développement de la gamme de produits qui a été réalisé avec des toquantes qui parfois peuvent coûter un peu plus de 20 000 euros. Donc, le développement du segment ultra luxe. Tu as également une internationalisation qui a été faite avec notamment le développement de la partie Asie du Sud-Est, pardon. Donc, tout ce qui est Asie émergente avec des consommateurs qui sont bien présents et qui sont friands au final de produits de luxe. Breitling a trouvé un vrai marché là-bas et continue de se développer. Breitling, d'ailleurs, ça a été pour le coup un très très beau succès, accompagné par CVC, puisque sur la société, ils ont réalisé 11 fois la mise. Donc, ils sont rentrés avec 100, ils sont ressortis avec 1200. Donc, ça a été vraiment un très très beau succès. Et enfin, dans le cas de General Atlantic, je peux te citer par exemple le cas de
de Cézanne. Cézanne, qui est une boutique de vêtements qui a la particularité en fait de se développer beaucoup en ligne, d'accord. 87% du chiffre d'affaires de Cézanne est aujourd'hui réalisé en ligne, mais en fait, ils font des vêtements qui sont de top qualité, qui sont super bien construits, super bien faits. Mais leur particularité, c'est que voilà, ils ont des boutiques qui sont au final quasiment des showrooms dans lesquels tu viens tester des vêtements et repartir avec si tu es satisfait. Mais concrètement, tu es loin de l'expérience d'achat, je dirais, de Zara, Boulevard Haussmann, un samedi après-midi, quoi. On est vraiment sur quelque chose de très, très haut de gamme. Voilà. Ok, très clair. Merci pour ces exemples. Et puis voilà, de mettre un peu le nez sous le capot des fonds Altaroc. C'est très cool de voir comment c'est construit. Un point avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que je vois quelques questions qui arrivent sur voilà, comment fonctionne, les multiples. Voilà. Bref, avant de rentrer un peu plus d'un point de vue pratico-pratique, comment on peut travailler avec Altaroc. Une question un peu macro. Oui. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui l'environnement du private equity et comment faire les choses bien, entre guillemets, parce qu'effectivement, tu parlais tout à l'heure de la hausse des taux, contexte très différent. Est-ce que justement, il y a un impact qui dit hausse des taux, dit peut-être baisse des valorisations? Est-ce que c'est le bon moment par rapport à ça, même si je rejoins un petit peu ce qu'on a pu dire sur le secondaire? Bref, aujourd'hui, c'est quoi la tendance du private equity et pourquoi ça serait le moment d'investir en private equity, tout simplement? Ok. Alors, il y a deux choses que je veux te montrer dans ce cas, Philippe, et que je veux montrer à nos auditeurs. La première, je suis désolé, je fais quand même pas mal effectivement d'aller-retour sur la présentation. Mais ce que je tiens vraiment à montrer, je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit, mais je vous invite peut-être à vous rapprocher du graphique de droite. C'est ici, vous retrouvez les performances historiques moyennes du private equity et réalisées depuis les années 80. D'accord? Et ici, ce qui est assez intéressant de constater, Philippe, c'est que en moyenne, attention, j'insiste bien là-dessus, c'est en moyenne, le private equity a toujours eu des performances positives. La plupart du temps, tu es sur des performances qui sont plutôt contenues entre 10 et 15%. Parfois, ça peut aller taper du 20%, mais c'est relativement rare. Généralement, tu es plutôt entre 10 et 15. Il se trouve à 13. Okay. Et ce qui est assez intéressant de constater, c'est que dans les pires années qu'on a pu constater sur les 40 dernières années, comme par exemple les années 90, comme par exemple l'année 2001, 2002, avec la crise Internet, les années 90, notamment 92 avec la guerre en Irak, 97 avec la crise asiatique notamment, 2007, 2008, en fait, on se retrouve sur des performances qui sont plutôt solides. Le pire millésime de private equity de l'histoire, c'est le millésime qui a été réalisé, pour le coup, en 1997. D'accord? Et il a généré 6% de TRI, donc 6% l'an. 6% de performance annuelle. Ça a été la pire année sur les 40 dernières années du private equity en moyenne. Et je me permets, c'est que 1997, donc c'est le pire millésime. Si vous vous souvenez bien, 1997, on est sur la crise asiatique. Crise des devises, crise de l'immobilier, crise de tout, en fait. Donc concrètement, on était sur des niveaux de valorisation qui étaient plutôt très orientés à la baisse et qui étaient assez compliqués. Et un millésime de private equity, ça dure 10 ans. D'accord? Donc si je fais 1997 plus 10, je tombe en 2007, à la veille de la crise subprime. Donc en fait, avec un timing à l'entrée qui est extrêmement mauvais et avec un timing à la sortie qui est extrêmement mauvais, concrètement, j'arrive à réaliser en moyenne sur du growth et du buyout 6% de TRI. Donc ici, ça montre vraiment la résilience du private equity dans sa construction, dans sa logique et dans sa génération de performance. Et la raison à cela, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est la même recette, il n'y a rien de magique, c'est que la transformation des entreprises qui sont accompagnées, c'est une transformation qui est organique. D'accord? On n'est pas sur une valorisation qui bouge et dont personne ne comprend rien. On est vraiment sur une valorisation qui est organique. Et le deuxième point qui est important, en fait, c'est simplement en termes de timing du private equity, c'est simplement la construction de l'offre Altaroc. Donc là, on est peut-être sur quelque chose qui est effectivement un peu plus spécifique à Altaroc, mais c'est lié en fait à la courbe de vie d'un millésime Altaroc. Donc là, ce qui est assez intéressant, si tu veux, c'est que tu as la décomposition et tu as la dichotomie d'un Altaroc, d'un millésime Altaroc. Ce qui se passe, c'est que, mettons par exemple, à l'issue du webinaire, tu as un de tes clients qui souhaite souscrire par exemple pour 100 000 euros d'Altaroc. Bien, ces 100 000 euros, Philippe, ils ne sont pas investis à l'instant T. Ils ne sont pas investis one shot. En réalité, ces 100 000 euros, ils sont investis pendant 5 ans.
et on va décaisser, comme du versement programmé de private equity, à date fixe et à quantum fixe, un certain montant de private equity. On va réaliser ce qu'on appelle des appels de fonds. D'accord? Ok. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, si jamais tes clients souhaitaient nous laisser, entre guillemets, 100 000 euros d'un seul coup à investir à l'instant T, nous, on ne pourrait pas les prendre. On ne saurait pas quoi en faire. Parce qu'on a besoin de temps pour pouvoir trouver les entreprises, les accompagner, Bien sûr. etc. Donc, en fait, typiquement, on n'appelle pas tout d'un coup, on appelle petit à petit. OK? Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un effet, enfin, il y a un bienfait qui fonctionne par ce système-là. C'est celui, en fait, simplement de la diversification des appels de fonds. C'est-à-dire que concrètement, et du market timing. C'est-à-dire que concrètement, tu n'as pas un point d'entrée, tu en as 5. Vu que l'investissement est lissé sur 5 ans, en réalité, tu as 5 points d'entrée. Et si on regarde les points de sortie, donc qui sont matérialisés ici par les cubes qui sont en vert, enfin en turquoise, et ben en fait, tu as à peu près 7 points de sortie. Donc à partir de l'année 4, tes clients commencent à percevoir des distributions et qui les accompagnent jusqu'en année 10. Donc en fait, tu as 5 points d'entrée différents et tu as à peu près 7 points de sortie différents. Ce qui, dans le cadre je dirais, d'un millésime de 10 ans, si tu veux, permet vraiment de complètement évacuer cette notion de market timing et de lisser son investissement. D'accord? Ok. Juste, alors, je vais prendre une ou deux petites questions comme ça à la volée, mais c'est très clair. Je reviens sur le graphique que tu as affiché avant. On a eu une question, parce qu'effectivement, c'est des performances moyennes de la classe d'actifs du private equity. Et on a une question de Bruno qui nous dit, sur ces moyennes, y a-t-il des fonds négatifs? Oui, absolument, absolument. C'est vraiment justement la logique d'une moyenne, c'est que vous avez du négatif, vous avez du positif. Et donc, vous avez bien évidemment des fonds qui ont été en négatif pendant cette période, donc qui ont détruit du capital. Maintenant, bon, nous, l'idée, ça reste quand même justement plutôt de se positionner sur des fonds qui ont un historique de performance extrêmement long, donc de 30, 40, 50 ans, et qui ont ce qu'on appelle un playbook, qui est en réalité un mode d'emploi de réplication de la performance. Je prends un exemple très simple, Philippe. Imaginons par exemple, encore une fois, tu as ton fonds d'investissement, d'accord, et tu réalises une année 100% de performance, donc tu doubles la mise de tes clients, et l'année d'après, tu fais 0% de performance. Si je prends ton TRI, donc ta performance annualisée à 2 ans, elle est de 50%. C'est monstrueux, c'est une magnifique performance annualisée. Mais en réalité, la variance de cette performance est extrêmement forte. Une année, ça a été jackpot, tu as doublé la mise, et l'année 2, concrètement, il y a 0 valeur qui a été créée. Ça, typiquement, c'est le genre de fonds que nous, on va écarter de notre sélection de valeurs. On préfère en fait avoir des fonds qui vont générer des performances plutôt, je dirais, prudentes, plutôt conservatrices, on va dire, 15, 20%, aller jusqu'à 25% de TRI, d'accord, qui est effectivement plutôt contenu en ce qui concerne l'univers du private equity, mais qui vont être en capacité de répéter ces succès d'une année sur l'autre, d'accord. L'idée, c'est vraiment d'avoir, quitte à avoir des fonds d'investissement, on préfère un fonds qui va faire 16 ou 17% chaque année, plutôt qu'un fonds qui va faire 25% l'année 1, 0% ou 2% l'année suivante, et après qui va reprendre du 40%. Enfin bref, on veut de la lisibilité. De la régularité et de la lisibilité. Absolument. Très clair. Parfait. Merci pour ton retour. On a une autre question, et du coup, elle fait assez écho avec le slide qui est affiché, de Frédéric, qui nous disait un peu plus tôt dans le webinaire, donc on signe un engagement sur 4 ans minimum. Juste la question, la réponse, bien sûr qu'on l'a, mais c'est juste pour comprendre en fait quelle est la durée entre le moment, parce que là, ok, il y a 5 appels de fonds, tu as 7 distributions pour le coup. En fait, c'est comment ça fonctionne à partir du moment où tu décides, ok, maintenant, voilà, ce soir, pam, on décide de mettre en place du private equity pour un ticket minimum de 100 000 euros, parce que je précise quand même que c'est des tickets minimum de 100 000 euros pour le coup. Comment ça fonctionne? Quelle durée d'un point de vue pratique? Là, c'est 10 ans. Est-ce que c'est toujours 10 ans? Oui, tout à fait. Alors en fait, concrètement, il y a une marge de sécurité qui est prise. C'est en fait réglementairement parlant, c'est 10 ans, et on a la possibilité, qui sont des fonds de continuation qui permettent de liquider des actifs restants auquel cas, de rajouter en fait deux rallonges entre guillemets de 1 an et 1 an. Donc en fait, ça peut être 10 plus 1 plus 1, donc 12 ans au total. Bon, je le dis tout de suite. En fait, il n'y a pas, enfin, les fonds de continuation, donc la rallonge de plus 1 n'a jamais été utilisée ni par les millésimes Altaroc, ni jamais dans l'historique des fonds que nous avons pu accompagner, des gérants que nous avons pu accompagner. Mais malgré tout, effectivement, c'est une éventualité. Maintenant, comment fonctionne justement un Altaroc? Donc déjà, effectivement, l'engagement, il est de 100 000 euros. Mais il y a un point qui est important, Philippe, c'est que il faut vraiment faire attention et bien distinguer engagement et décaissement. En fait, l'engagement, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu veux allouer au private equity. Et le décaissement, c'est ce qui va être
appelé annuellement. Donc, en fait, tu t'engages sur 100 000 euros, mais tu es décaissé de 20 000 euros par an pendant 5 ans. Donc, en fait, en termes de trésorerie, c'est pas la même chose pour tes clients. Tu décaisses beaucoup moins. C'est 20 000 euros par an pendant 5 ans. Et en tout, oui, effectivement, ça te fait 100 000 euros. Et donc, la durée de vie d'un investissement, c'est donc standard, hein, de façon standard, c'est 10 ans. Mais en 10 ans, il s'en passe des choses. En 10 ans, comme on peut le voir ici sur le graphique, il y a sur les 5 premières années l'accompagnement des sociétés. Donc, les briques noires, c'est l'investissement dans des sociétés qu'on va accompagner, donc on va acquérir, la transformation de ces sociétés, la cession de ces sociétés, la redistribution du capital initial, donc les 100 000 euros qui ont servi pour pouvoir lancer la machine. Donc, généralement, le capital a fini d'être redistribué entre l'année 4 et l'année 7. On voit ici sur la ligne flux financier net cumulé qu'on atteint justement notre point bas, enfin notre point neutre en année 7. Et ensuite, à partir de l'année 7, eh bien, on va distribuer la plus-value. Donc, on va céder les entreprises restantes et on va distribuer la plus-value. Une plus-value estimée à 70 000 euros pour 100 000 euros investis, donc ce qui correspond à un multiple de 1,7 fois la mise. D'accord ? Je rentre avec 100 000, je ressors avec 170, ça me fait 1,7 fois la mise, et ce qui correspond à un taux de rendement interne de 13%. OK ? Ok, très clair. Merci. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est vrai que la question de Bruno repose une question qui me semblait intéressante. Alors, on pourrait répondre. Quid de la fiscalité dans les années 4 à 10 ok, la question, bien sûr, comment, en fait, ça veut dire du véhicule d'investissement? Ok, ça peut être quoi? En direct? Ça peut être via des contrats d'assurance vie au Luxembourg, des contrats de capitalisation au Luxembourg, par exemple? Absolument. Alors, en fait, aujourd'hui, on a effectivement la possibilité d'avoir plusieurs supports. Le premier support, c'est Altaroc en direct. Donc là, en fait, vous passez par votre conseiller en gestion de patrimoine, Bonjour Patrimoine, qui va vous faire une souscription directement sur la plateforme. Et donc là, sur notre plateforme. Donc les titres, bien évidemment, ne sont pas détenus par Altaroc, ils sont détenus par KCIS, qui est en fait Crédit Agricole Titres. Hein. C'est notre dépositaire. Donc vos titres sont en sécurité chez Crédit Agricole. Et en fait, nous, ce que nous allons faire, c'est simplement vous mettre à disposition l'intégralité de la communication, de la vue sur le portefeuille, l'évolution des valorisations du portefeuille, la communication sur les sociétés qui composent les portefeuilles. Enfin bref, vous aurez une vue totale et transparente sur l'évolution du portefeuille. Ça, c'est le premier moyen, la première façon de faire. Maintenant, il y a une deuxième façon, effectivement, c'est le fait de faire via des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Malheureusement, c'est pas éligible aux contrats d'assurance vie français parce que les assureurs français ne savent pas gérer cette mécanique d'appel de fonds différés. Donc, typiquement, ils ne savent faire que 100 000 euros d'un seul coup. Ils ne savent pas faire 20 000 euros par an pendant 5 ans. Donc, en fait, malheureusement, on va être effectivement exclusivement au Luxembourg en termes de contrat de capitalisation. C'est possible. Assurance vie luxembourgeoise, c'est possible. Toute société également, toute structure de société, c'est possible. Les holdings, les SCI, les SARL, les SASU, les SAS, tout est possible. Il n'y a aucun sujet par rapport à cela. Et en termes de fiscalité, ça va simplement dépendre de votre mode de détention. Et la fiscalité commence à intervenir qu'à partir du moment où l'investisseur a récupéré son capital. Donc là, effectivement, la question de Bruno, c'est bien ça le prénom, il me semble. C'est ça, oui, tout à fait. La question de Bruno. Donc Bruno, je vous réponds. Ici, en fait, la fiscalité, l'effet générateur de fiscalité interviendra à partir de l'année 7, d'accord, quand vous commencerez à percevoir des plus-values en tant que telles, et non pas quand vous commencerez à percevoir votre capital initialement investi. Ok ? Et le taux d'imposition va simplement dépendre de votre taux et de votre mode de détention. Si vous êtes en société, c'est 15%, puis 25%. Si vous êtes en personne physique, c'est la TMI ou alors la flat tax. Et effectivement, je pense que la plupart d'entre vous choisiraient plutôt la flat tax. Ok, merci, merci pour ces précisions, Yanis. Alors, est-ce que l'heure est un peu aux questions? Moi, je m'étais noté une question de Franck. Ok, toutes les simulations d'Altaroc sont basées sur un multiple de fois 1,7, ce qui semble conservateur par rapport aux performances historiques des meilleurs fonds, le premier quartile étant supérieur à 2 fois. Quelle est votre explication? Notre explication, c'est que justement, on préfère être conservateur et ensuite afficher de bonnes nouvelles plutôt que communiquer sur 23 à 25%, ce qui effectivement est plutôt l'historique de performance des fonds sous-jacents que nous avons en portefeuille, et ensuite potentiellement justement, j'en sais rien, pour X ou Y raison, communiquer de mauvaises nouvelles. Donc on préfère
toujours être très 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 conservateur et n'afficher que de bonnes nouvelles. Mais effectivement, je dirais dans nos schémas de performance à nous, on vise bien évidemment beaucoup plus que 1,7 fois la mise et 13% TN. Ok. Alors, on avait une question sur la flat tax. Merci Thomas pour y répondre. Pim pam poum. Franck nous pose la question, pourquoi 100 000 € de ticket minimum? Parce que réglementairement parlant, on est au final obligé de faire 100 000 €. Donc pour pouvoir investir en private equity, qui est une classe d'actifs quand même assez exclusive, tout le monde n'y a pas accès, et bien en fait vous devez effectivement justifier d'un certain niveau de patrimoine, et donc d'où justement cette barre à 100 000 €. Donc c'est pas lié à Altaroc, c'est pas une volonté d'Altaroc, mais c'est effectivement la réglementation qui nous impose cette borne à 100 000 €, et parce que on est effectivement sur une solution qui est quand même assez haut de gamme. Ok, très clair. Merci. Pim pam poum, je remonte. Il me semble qu'on est bon. Ouais, question de Frédéric. Pourquoi revendre vos fonds à des particuliers? Vous achetez les fonds, puis 4 ans après, vous récupérez la mise et les intérêts. En fait, pourquoi vous commercialisez avec des particuliers en fait? Pour une raison très simple, c'est que en fait, l'accès à ces fonds-là, historiquement et structurellement, il était plutôt lié à des investisseurs institutionnels et l'offre en private equity était relativement pauvre. Et en fait, je pense Philippe, tu connais peut-être même mieux le sujet que moi, mais malheureusement, l'épargne des Français est plutôt mal investie. C'est-à-dire que nous sommes d'excellents épargnants, mais nous sommes plutôt de mauvais investisseurs parce qu'on n'épargne pas forcément selon les bons supports, etc. Et en fait, nous, très clairement, en tout cas chez Altaroc, on est convaincus que l'épargne longue, l'épargne dont vous n'avez pas besoin, peut être justement immobilisée pour pouvoir développer vos objectifs patrimoniaux. Donc, développer votre patrimoine à terme, soit pour de la transmission, soit pour de la succession, soit pour vous créer un capital retraite, parce qu'on a également la possibilité de créer des systèmes de rente grâce au private equity, donc au capital investissement. Enfin bref, ça, c'est vraiment les éléments qui sont importants. Et pourquoi est-ce qu'on distribue auprès des clients privés? Tout simplement parce que les institutionnels sont déjà équipés, que le taux d'équipement des Français est aujourd'hui de 0,3% et qu'il y a très clairement justement un boulevard à aller chercher qui est hyper important et qui, encore une fois, permet véritablement de construire des projets patrimoniaux, parce que c'est bien de ça qu'on parle, parce que tous ces chiffres, c'est des réalités derrière. C'est le financement, l'acquisition d'une résidence principale, c'est pourquoi pas le financement. Par exemple, vous avez un enfant qui vient de naître, il a un horizon de placement qui est de 20 ans devant lui au final. Donc pourquoi pas pour pouvoir financer le permis de conduire, financer un apport pour pouvoir réaliser une acquisition dans l'immobilier. Enfin bref, on parle vraiment de projets de vie qu'on vient résoudre et auxquels on vient répondre par l'interface du private equity. Et ça, c'est vraiment une super raison, je pense. Ok, très clair. On arrive plutôt à la fin, mais moi j'avais tout à l'heure en introduction, et c'est vrai que ce chiffre-là, moi je le trouve quand même assez hallucinant. Puis pour rebondir par rapport à ce que tu disais, que l'épargne des Français n'était pas forcément bien investie. Bon, beaucoup trop investi en dette française. Bref. Aujourd'hui, statistiquement, je crois, je sais pas si tu as un graphique dans ta présentation, je me rappelle plus, mais statistiquement, je crois que l'épargne des Français en private equity, entre guillemets, c'est 0,5% versus des pays qui sont, de par une éducation financière très différente, forte du risque, ou en tout cas de fonds retraite, etc., notamment les États-Unis, les anglo-saxons de façon globale, où on est plus entre 15 à 18% pour le coup d'investissement. Et ça fait exactement écho par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'on n'était pas assez bien investi en tant qu'épargnant français. Absolument, absolument. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit typiquement, c'est que les ménages, notamment américains, qui malheureusement, comme sur beaucoup de domaines, ont quand même un petit peu d'avance sur nous, les ménages américains allouent généralement entre 10 et 20% de leur patrimoine financier en private equity. D'accord? Donc, vous avez bien évidemment en fait quelques exceptions. Typiquement, les familles qui sont les plus riches, donc qui ont des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros de patrimoine, là investissent 50, 60, 70%, mais c'est lié à un effet de base. Parce que bien évidemment, si tu as un patrimoine de 2 milliards, même si tu alloues 70% en private equity, bon, il te reste de quoi justement allouer ailleurs, et le reste à vivre est quand même assez conséquent et est quand même assez intéressant. Mais pour une famille, je dirais, française aisée,
alors à ce moment-là, effectivement, il faut plutôt allouer 10 à 20% du patrimoine, donc qui nous semble être justement la bonne allocation. Et puis bien évidemment, plus vous avez de ressources, moins vous avez besoin du capital et plus vous pouvez augmenter au final cette part allouée au private equity. Ok. Merci Yanis. On a une question, les frais d'entrée, les droits de garde. Moi, ça, je vous invite plutôt Frédéric à vous rapprocher directement de votre CGP, ce sera peut-être le plus facile. Voilà, directement si vous êtes intéressé. On touche à la fin, il me semble. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, je dirais c'est maintenant. Vous avez la chance d'avoir Yanis ici d'Altaroc avec vous. Sinon, après, pour avancer concrètement, si c'est une classe d'actifs qui peut vous intéresser, je dirais voilà, prenez rendez-vous avec votre CGP directement pour déjà vous assurer que c'est une classe d'actifs qui peut correspondre par rapport à vos objectifs patrimoniaux, pour reboucler par rapport à ce qu'on disait un petit peu au début. De la réunion, s'assurer que ce soit donc une classe d'actifs cohérente dans votre patrimoine par rapport à vos objectifs en termes de rendement à venir. Je vois effectivement qu'on est du coup il y a Erwan qui est en train de taper une question. Donc voilà, on va rester encore un petit moment peut-être pour les dernières questions, donc n'hésitez pas. J'ai tout mon temps, pas de problème. Est-ce que tu veux toi ajouter un mot de la fin? Non, je tiens déjà à te remercier, Philippe, d'avoir été à l'initiative de ce webinaire. Je pense effectivement que la mission que tu t'es donnée, que vous êtes donnée chez Bonjour Patrimoine, donc d'éducation, de pédagogie financière, franchement, elle transpire, hein, je la retrouve vraiment, et je pense que c'est effectivement un élément qui est très important pour pouvoir permettre à tes clients de prendre en main leur avenir financier et leurs objectifs patrimoniaux. Donc franchement, bravo à toi pour ça. Merci également de m'y avoir intégré. Je tiens à remercier tout le monde pour vos questions. Vous avez été très dynamique. Malheureusement, je n'ai pas pu voir toutes les questions sur le chat, mais vous avez été très dynamique justement sur ce chat à poser énormément de questions. Je tiens à vous en remercier. Donc, ça témoigne vraiment d'un intérêt, d'une curiosité pour la classe d'actifs. Et enfin, en ce qui concerne le mot de la fin sur la classe d'actifs en tant que telle, même si effectivement vous en entendez tout juste parler, parce que encore une fois, malheureusement, ça vient d'abord aux US et ensuite ça va dans le monde entier. Le private equity est une classe d'actifs qui est ancienne, qui a un historique de performance qui est solide, qui est établi dans la durée, avec des acteurs de renom, qui accompagnent des sociétés qui sont extrêmement solides et en phase de croissance. Donc, si vous avez à un moment donné un morceau, une partie d'épargne que vous souhaitez justement mettre au travail parce que vous n'en avez pas eu l'utilité à court terme, très clairement, le private equity est une bonne solution qui vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers tout en ne subissant pas les variations quotidiennes des marchés boursiers qui parfois peuvent être justement un petit peu frustrantes. Voilà. Ok, très, très cool, merci. Alors oui, bien sûr, vous aurez la présentation. On aura la présentation. On pourra vous l'envoyer à l'issue, de même que le replay, un extrait des meilleurs moments, entre guillemets. Donc, bien sûr qu'on reviendra vers vous. Une dernière question. Il n'y a pas de placement miracle. Oui, ça, effectivement, on le sait. Avec ce genre de rendement, quel est le risque ou le downside? Je fais écho avec une autre question de Frédéric qui va un peu dans le même genre. Quel est le pourcentage de sociétés qui perdent de l'argent chez Altaroc? Voilà. Simplement, en gros, le risque, la perte. Ok. Alors, effectivement. Alors, je vais commencer effectivement par le loss ratio, donc les risques de perte. En fait, le loss ratio, c'est un indicateur que vous avez et qui est quantifié pour le coup, dans notamment le cadre des fonds que nous utilisons. Donc, je vais me permettre de revenir sur un élément. Hop. Voilà. Donc ici, typiquement, vous voyez loss ratio, 11%, 10%, 9%. Concrètement, le loss ratio, c'est un indicateur qui permet de voir le pourcentage d'entreprises détenues dans un fonds qui soit n'ont pas généré de plus-value, soit ont perdu de l'argent. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça peut paraître élevé comme cela, mais pour vous donner un ordre d'idée, un fonds moyen de private equity va avoir un loss ratio qui va être plutôt compris entre 30 et 40%. Un fonds de venture capital va être plutôt entre 50 et 60% de loss ratio. Donc le venture, on l'a vu, c'est beaucoup plus risqué, etc. Un très 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 bon fonds de private equity va avoir un loss ratio qui va être situé entre 15 et 20. Et un excellent fonds de private equity va avoir justement un loss ratio qui est plutôt autour de 10%. Et après, vous avez des ovnis, mais qui sont très particuliers,
qui ont des loss ratios qui sont autour de 1, 2%. On en a dans le cadre des fonds Altaroc, des millésimes Altaroc, mais souvent, en fait, ils sont bien spécifiques. Typiquement, les loss ratios que tu retrouves et qui sont entre 1 et 2%, ce sont des loss ratios qu'on retrouve sur des boîtes de tech, c'est-à-dire typiquement des CRM, des ERP, donc des logiciels qui vont avoir en fait très peu de coûts, un système d'abonnement, énormément de visibilité, une capacité à augmenter les prix, une capacité à vendre des produits également qui sont complémentaires. Enfin bref, on est vraiment sur une catégorie très spécifique qui va te permettre d'avoir des loss ratios qui sont autour de 1 à 2%. Donc là, on est vraiment sur des taux de perte qui sont très maîtrisés, qui sont d'excellentes factures sur les 5 fonds du millésime. Et en ce qui concerne les risques, en fait, le private equity, ça reste un investissement en action. Donc concrètement, vous avez un risque de perte en capital, vous avez un risque que les performances passées ne présagent pas des performances futures, et vous avez le risque effectivement de cette fois-ci spécifique au private equity, qui est celui de l'illiquidité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver vos sommes avant 4-5 ans, c'est nécessaire parce qu'on a besoin d'accompagner ces entreprises dans la durée. Et enfin, je terminerai justement, tout juste pour pouvoir compléter et avoir une réponse exhaustive à cette question, mais sur les performances que vous voyez ici à l'écran, je pense que dans les années qui viennent, à l'avenir, dans les 5-10 années, potentiellement qu'elles pourront baisser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous attacher justement à ces 25% et vraiment l'épreuve pour garantie. En fait, avec l'augmentation des taux d'intérêt, on estime effectivement qu'il va y avoir une contraction des niveaux de performance du private equity et qu'il faudra plus attendre à du 24, du 25%, mais plutôt avoir des performances entre 17 et 20 à peu près de TRI. Donc, pour pouvoir, et d'ailleurs, on l'a pris dans le cadre de notre modèle pour pouvoir justement justifier de ce 1,7 fois la mise de 7% de 13% de TRI. Ok, bon, écoute, merci beaucoup. Ultime question, mais puis on va conclure là-dessus, mais est-ce qu'on peut choisir ses fonds à l'intérieur d'un millésime Altaroc? Tu m'entends? Allô, allô? Allô? Ah. Est-ce que tu m'entends, Yanis? Bizarre. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous nous entendez encore. En tout cas, on touche à la fin. Je ne sais pas s'il y a un petit loupé de connexion. Ou, oui, merci. A priori, Yanis ne m'entend plus. Bon, écoutez, merci. Merci pour tout. Je pense qu'il y a un petit problème. Ah, tu reviens? Ouais, ça y est, je suis vraiment désolé. J'ai eu une petite coupure sur mon... Désolé. Une ultime question, puis après on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut choisir ses fonds à l'intérieur d'un millésime Altaroc? Non. C'est vraiment une allocation clé en main. L'idée, c'est vraiment qu'on vous propose ça, une allocation, un fonds clé en main. Mais par contre, vous pourrez voir l'intégralité de ce qui se passe sur le millésime. D'ailleurs, je vous invite vraiment tous à aller sur le site Altaroc. Vous tapez altaroc.pe et vous pouvez voir la constitution des millésimes, les entreprises qui composent les portefeuilles, les sociétés de gestion qui composent les portefeuilles. Vous voyez absolument tout en transparisation. Je vous invite à le faire vraiment. Vous allez voir, on produit énormément de contenu et c'est vraiment passionnant. Ok. Bon, ben, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était oui, bien sûr qu'on pourra vous envoyer un replay, le support de la présentation, un replay, les meilleurs moments. On vous enverra tout ça avec grand plaisir d'ici la fin de la semaine, enfin le temps de nous retourner. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci Yanis de ta participation. Si ça vous intéresse aussi, on sortira un podcast prochainement avec Yanis d'ailleurs sur le private equity. Si vous ne pouvez pas nous visionner, vous pourrez peut-être nous écouter. Donc voilà, en tout cas, on était ravis de partager ce moment-là avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Yanis, merci pour tout et merci beaucoup. À très vite. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.